Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables avec mon camarade Frédéric Brindel jusqu'à 20h. En toute responsabilité, je suis à vos côtés. Absolument. Allez, au sommaire de cette émission, souveraineté et compétitivité, renouvellement des générations. Alors que le débat public s'enflamme autour des retenues d'eau, par exemple, ou au sortir d'un hiver de sécheresse, le monde agricole, confronté à une crise démographique historique, aux aléas climatiques et soumis à une concurrence européenne de plus en plus acharnée, doit garantir la souveraineté alimentaire de la France, ce qui ne cesse de s'éroder, tout en répondant aux demandes forcément sociétales pour de l'alimentation saine, plus respectueuse de l'environnement. Et notre invité Jacques Rouchassé sera avec nous dans quelques instants, président de la Fédération nationale des producteurs de légumes. L'alerte a été lancée et répétée depuis 15 ans maintenant. Le climat change et pour les maraîchers, la mise en œuvre de projets durables, sains et viables, économiquement, n'est pas sans risque. Elle fait parfois face à des aléas de plus en plus nombreux. L'activité agricole reste particulièrement vulnérable au changement climatique et à la concurrence européenne. Nous en parlerons avec Christophe Charvin de Charvin et Fils, président local de la SEA, comprenez syndicat exploitant agricole, à Cadérousse, dans le Vaucluse. Et puis la désobéissance civile s'invite chez les maraîchers nantais. Une plainte vient d'être déposée. Stupeur, dimanche dernier, une serre expérimentale est prise d'assaut par les militants écologistes venus dénoncer l'exploitation de sable à des fins industrielles. Sur place, c'est l'incompréhension totale, vous imaginez bien, de la nourriture et des réseaux d'eau ont été saccagés sans véritable motif. Emmanuel Torlasco était notre invité aujourd'hui. Il sera avec nous. Il est le directeur de la Fédération des maraîchers nantais qui a porté plainte contre ces manifestations. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix responsables jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et avec nous, Jacques Rouchassé, président de la Fédération nationale des producteurs de légumes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Cécile, bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Depuis une bonne quinzaine d'années, le potentiel de production, en tout cas de français, a marqué un certain recul sur la culture fruitière. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Alors sur la culture fruitière et la culture légumière, oui. Donc sur la culture fruitière, il y a encore une dégradation. Sur la culture légumière, nous avons stoppé un petit peu l'hémorragie. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut vraiment inverser la vapeur. Et on compte bien verser la vapeur par rapport à ce plan de souveraineté qui nous a été proposé le 1er mars au Salon de l'Agriculture par notre ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Si on fait un état des lieux, quels sont les fruits, les légumes qui ont le plus souffert ? Oh, il y a tous les fruits et les légumes qui ont le plus souffert. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit la concurrence européenne et que vous en avez parlé, eh bien, on va parler de la tomate, on va parler du concombre, on va parler de la salade. Dans les fruits, c'est la pêche, ça va être la pomme, ça va être la cerise. Donc, il y a tous les fruits et les légumes. Donc, on a une diversité de l'ensemble de nos produits qui ont souffert à cause naturellement de cette concurrence européenne, mais aussi cette concurrence mondiale que nous avons. Revenons sur justement cette souveraineté aujourd'hui, vous en parliez il y a quelques instants, du mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on vous propose et qu'est-ce qu'on vous impose ? Alors, ce qu'on nous propose aujourd'hui, si vous voulez, c'est de gagner 5 points de la part de marché d'ici 2030 et 10 points d'ici 2035. C'est possible, mais derrière ceci, si vous voulez, il faut des investissements au niveau de nos exploitations. C'est-à-dire, il faut une modernisation, il faut une mécanisation, il faut une robotisation, il faut peut-être aussi une remise en question de l'ensemble culturel. Vous l'avez évoqué également dans le changement climatique, dans le dérèglement climatique. Il faut qu'on puisse s'adapter. Et tout ça, ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. On doit être accompagné dans ces investissements qui vont pouvoir nous permettre d'augmenter notre production, de satisfaire le consommateur français qui veut de plus en plus de l'origine France, de le sécuriser par rapport à ce que nous produisons, et c'est ça qui est important. Donc, on va parler de modernisation, de robotisation, d'adaptation aussi. Donc, quand je dis adaptation, ça va être, aujourd'hui, vous en avez parlé, l'eau qui va être très très rare. Bien sûr. Et aujourd'hui, il faut vraiment se focaliser sur ce problème de l'eau, de pouvoir sûrement la stocker, parce que c'est important, et de pouvoir également la distribuer, mais avec parcimonie. Bon, vous avez évidemment face à vous un mur qui s'appelle les réglementations. Est-ce que aujourd'hui vous êtes armés ? Est-ce que vous discutez sur les réglementations ? Parce que c'est bien là que ça risque de bloquer. Oui, alors, nous avons, avec notre ministre de l'Agriculture, nous sommes quotidiennement, j'irai en relation avec, pour regarder au niveau de ces réglementations. Les réglementations, et je pense qu'aujourd'hui, notre gouvernement a enfin compris qu'il n'y a pas que la réglementation française qui doit primer. C'est la réglementation européenne. Et si
on est sur la réglementation européenne, je peux vous assurer que ça va nous donner une bouffée d'oxygène. Pourquoi ? Comment vous l'expliquez ? Vous savez, on a toujours voulu donner des leçons au niveau de l'Europe en supprimant des pesticides par rapport à l'Europe. Oui. L'Europe les autorisait et nous en France on dit on va montrer l'exemple et on verra bien que dans 2 ans, eh bien l'Europe va se mettre au même pli que la France. Eh bien non. Aujourd'hui, il faut qu'on marche ensemble au niveau de l'Europe. Il faut vraiment s'harmoniser sur l'Europe et en s'harmonisant sur l'Europe, on va avoir franchement une dynamique qui va être nouvelle aujourd'hui. Il n'y a pas un pays qui doit être devant l'autre, c'est tous ensemble qu'on doit marcher. Mais ça veut dire quoi ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien sur les étals, ça vient d'Espagne, ça vient de l'Europe à des prix qui sont totalement cassés, hein, on le voit bien. Et cette concurrence, elle existera encore, non ? Mais cette concurrence, elle existera encore, mais si vous voulez, avec ce plan de souveraineté, elle va être un petit peu gommée par rapport aux investissements que nous allons pouvoir faire sur nos exploitations. Oui, mais sauf que les investissements, il va falloir les absorber, il va falloir bien, en matière de prix, ça se sentira sur le prix. Ça va se sentir sur le prix, mais quand vous allez augmenter votre production par rapport à la modernité que vous pourrez mettre sur votre exploitation, vous allez avoir une compétitivité qui va être supérieure par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a un petit peu des boulets aux pieds parce que on n'est pas sur le même pied d'égalité que l'Espagne ou l'Allemagne ou même d'autres pays de l'Europe. Demain, je ne dis pas qu'on sera sur la même égalité, mais avec ce plan de souveraineté, on va rattraper le retard que nous avons par rapport à cette inégalité. Mais nous ne sommes quand même pas le parent pauvre de l'Union européenne, nous les Français, dans ce domaine. On n'est pas les parents pauvres, mais aujourd'hui, il faut qu'on arrête de donner des leçons et d'être les premiers de la classe. C'est ça qui est important. Ouais. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'Europe supprime une molécule, eh bien c'est l'Europe qui la supprime, c'est pas la France. Donc aujourd'hui, vous avez l'Espagne qui peut encore avoir certaines molécules pour certains produits, et nous, on les a plus, ces molécules-là. On n'est pas en train de dire que il faut aujourd'hui remettre des molécules en place. Aujourd'hui, c'est cette harmonisation européenne qui va nous servir. Alors, vous l'avez dit, hein, Cécile, également, on aura toujours une distorsion par rapport à la main-d'œuvre. Bien sûr. Mais il faut savoir quand même une chose, le consommateur plébiscite tout de même l'origine France. Et je suis sûr que le consommateur, même avec les temps difficiles, est prêt à payer un petit peu plus cher s'il a des produits d'origine France, de proximité et de qualité. Est-ce qu'on vous demande justement la traçabilité ? Est-ce qu'on vous pose des questions en vous demandant si c'est bio, si vous utilisez quel type de produit ? Est-ce que les clients sont très regardants sur la façon de produire aujourd'hui ? Alors, je peux vous dire oui, aussi bien au niveau de la grande distribution que sur les marchés forains, puisqu'on est également sur les marchés forains, les marchés de plein vent. Le consommateur est très curieux. Le consommateur s'intéresse. Et le consommateur, vous savez, quand on lui parle franc, quand on lui parle vrai, quand il a le producteur en face de lui, eh bien, le consommateur reprend confiance par rapport à nos produits. Et on lui explique qu'à un moment donné, eh bien oui, on est obligé, des fois, de pouvoir traiter parce qu'il y a une maladie qui est là, parce qu'on n'aura plus de récolte. Le consommateur, il est apte à comprendre ça. Et quand on dialogue vraiment avec lui, c'est ce partage d'informations qu'il faut vraiment faire pour assurer, d'une part, la sécurité alimentaire et rassurer également notre consommateur. C'est quoi ces produits ? Ce sont des produits phytosanitaires, exactement ? Quelle réglementation sur l'utilisation des produits aussi ? Il y a une réglementation par rapport à l'utilisation des produits, c'est sûr et certain. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quoi et n'importe quand. Vous avez des délais au niveau des récoltes. Vous avez tout un tas de suivi. Vous avez des cahiers de suivi au point de vue de ces pesticides qui sont mis également, qui sont utilisés. Donc là, il y a une transparence totale. Vous savez, on est très suivi par la... Très réglementé, oui. Très réglementé, très suivi par la Direction générale de la répression des fraudes par rapport aux résidus que l'on peut avoir au niveau de nos produits. Et on peut certifier que nos produits sont intacts par rapport à ça. Quand c'est français, pardon hein, Cécile, mais quand c'est français, on est d'accord ? Oui, quand c'est français, on est d'accord. Mais quand c'est espagnol, non ? Pas tout à fait. C'est ce que vous dites. C'est ce que je dis parce qu'on n'a pas le droit à la même utilisation. Il faut le savoir. Donc ça change pas mal de choses quand même. Ça change pas mal de choses. Il faut avoir cette transparence. C'est ça qui est important. Il faut avoir cette transparence. Il ne faut pas faire peur non plus, mais il faut avoir cette transparence. Quand je vous parle de sécurité alimentaire, je veux bien dire que la sécurité alimentaire, elle est bien sur notre territoire. Jacques Roux-Chassé, quand on parle des aléas climatiques, quand on parle de l'eau, on sait que l'eau, ça va être très compliqué à gérer. Les aléas climatiques, tous les
maraîchers, en fonction de la région, n'ont pas les mêmes problèmes. Certains subissent l'eau, d'autres de la grêle. Comment aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes suffisamment soutenu par le gouvernement? Est-ce que quand il vous arrive quelque chose, vous pouvez quand même, quand une récolte est mise par terre, est-ce que vous pouvez quand même vous en sortir? Eh bien écoutez, c'est le dialogue qu'on a avec le gouvernement et par rapport à ce plan de souveraineté. Vous me parlez des précipitations, de la grêle et de tout ce qui s'ensuit quand on a ces aléas climatiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le plan de souveraineté, on va avoir des enveloppes qui vont être destinées pour protéger nos cultures. Oui. Alors quand je dis protéger nos cultures, ce sont des abris froids, des grands abris froids, qui vont nous permettre d'une part de protéger nos cultures, d'autre part de limiter les intrants et d'économiser l'eau. Donc vous voyez, on fait un package par rapport à ça. Alors c'est vrai que ça vient maintenant, c'est peut-être un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais pour pouvoir rebondir demain de manière à pouvoir continuer à produire. Est-ce que c'est une filière qui aujourd'hui est très demandée, les maraîchers? Est-ce que on dit toujours que c'est toujours très compliqué, qu'il y a énormément de fermes dans l'agriculture qui s'éteignent? Est-ce que les maraîchers aujourd'hui tiennent encore la corde? Eh bien oui, on tient encore la corde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que à un moment donné, on était peut-être un peu frileux dans la communication et dans la formation que l'on pouvait faire. Et aujourd'hui, quand on fait découvrir à des jeunes nos exploitations, qui sont des exploitations modernes, quand vous parlez de robotique, de mécanique, on n'est plus autant de grands-papas. De numérique voilà, aussi. De numérique. Voilà, on n'est plus autant de grands-papas. Vous savez, moi j'ai repris l'exploitation derrière mes parents. C'est une exploitation qui date depuis 1870. Quand on voit les efforts qu'on a fait depuis ce temps-là, c'est extraordinaire. Et quand on montre aux jeunes, ce que l'on sait faire, comment on peut faire et ce que l'on doit faire, je peux vous assurer qu'il y a un émerveillement qui est là, parce qu'ils viennent nous voir et disent « Ah, oui, quand même, on ne savait pas ». Donc il faut vraiment... La tendance des jeunes des villes qui viennent aussi en campagne pour travailler, c'est... vous le confirmez ou pas? Parce qu'on dit, bon, ils ont envie de faire un petit peu de produits, etc., puis ils repartent. Non, là, c'est du durable. C'est du durable, parce qu'on s'inscrit réellement dans le temps par rapport à ça. Parce que quand vous avez une exploitation, vous pouvez pas vous dire « Allez, je fais 1 an, 2 ans, puis après j'arrête ». Non, il y a quand même du matériel qui coûte relativement cher, il faut de l'amortissement. Et derrière ça, je peux vous assurer que quand nous avons le bon dialogue et la bonne formation qui va avec l'accompagnement des jeunes, eh bien oui, on a de l'avenir et nous sommes un métier d'avenir par rapport à ça. Et faut rappeler quand même que c'est quand même un métier difficile parce que ça reste une cueillette à la main, ça reste, il y a plein de gestes aujourd'hui qui ne sont pas, qu'on ne peut pas changer et on peut pas utiliser la robotique dans tout en fait. Cécile, vous savez, j'ai été en Israël la semaine dernière, donc je fais quand même du voyage par rapport à mon centre technique. Et on va apporter aussi une aide supplémentaire au niveau de nos exploitations. Pourquoi? Vous dites, ça se cueille toujours à la main. Eh bien écoutez, au niveau d'Israël, ils ont tellement une longueur d'avance sur nous par rapport à la robotique. J'ai vu des robots cueilleurs de tomates, j'ai vu des robots cueilleurs de pommes, des robots cueilleurs de pêche, d'abricots, etc. On voit cette modernité, et cette modernité, eh bien, on va pouvoir l'acquérir de manière à pouvoir la transmettre également au niveau des exploitations, de manière à ce que ce soit... Alors, j'aime pas ce mot-là, parce que c'est pas pénible, parce que même quand vous travaillez sous serre, vous êtes tout de même à l'abri, vous êtes à hauteur d'homme, vous vous baissez plus comme auparavant, mais on va amener également un confort supplémentaire pour dire, attention, regardez un peu, vous parlez du numérique, vous parliez de robotique, oui, demain, on aura ça dans nos exploitations qui va nous permettre de reconquérir des parts de marché perdues. Puis ce qui est magique, Cécile, c'est le contact avec les fruits, les légumes. Hier, Cécile nous a apporté des fraises et des cerises. Ça a duré quoi 3 minutes quoi. Des cerises qui viennent du Vaucluse. Je peux vous assurer qu'elles ont vraiment du goût. Elles sont énormes. Merci beaucoup en tout cas. C'était passionnant. Frédéric, vous savez, c'est le bonheur qui est dans l'assiette. Et vous l'avez dit, Frédéric et Cécile, parce que c'est merveilleux, parce qu'aujourd'hui, on donne du plaisir aux gens. Et ce plaisir, il faut qu'on puisse le partager. Je vous remercie. En tout cas, merci de l'avoir partagé avec nous ce soir, Jacques Rouchassé, président de la Fédération nationale des producteurs de légumes. On va en avoir des producteurs, des maraîchers dans quelques instants. On va partir dans le Vaucluse. Christophe Charvin sera avec nous. Charvin et fils, et c'est une exploitation à Cadet-Rousse dans le Vaucluse. Pêche et nectarine aussi, c'est bien. Vous allez voir, ils en font des choses. Allez, à tout de suite. Les vraies voix responsables avec Frédéric Brindel. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font bouger la France. Il n'y a pas que nous qui faisons bouger la France. Il y a aussi les maraîchers, Philippe. Frédéric, pardon. Oui, Janine, effectivement, écoutez. J'ai l'habitude d'être avec Philippe David, c'est pour ça, pardonnez-moi. En tout cas, on parlait des maraîchers. Qui veut mes asperges, mes fraises, mes melons, mes pastèques, mes tomates? Et bien justement, il est avec nous, Christophe Charvin. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio.
Bonsoir Cécile, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et vous, c'est bien Christophe, on est d'accord. Hein. Oui, c'est Christophe. C'est Christophe Charvin de Charvin et Fils, président local du syndicat exploitant agricole. Et nous sommes à Cadérousse, dans le Vaucluse. Merci d'être avec nous. Faites-nous rêver, Christophe Charvin. Parlez-nous de vos produits et aujourd'hui en matière de maraîchage. Hein, quelles sont vos productions ? En maraîchage, donc on est en plein début de campagne récolte de melon. On est sur la fin de la récolte de fraises et après tout ce qui est tomates et produits aubergines, courgettes, concombres, tous ces produits-là qui sont produits sur l'exploitation et vendus sur l'exploitation. On parle odeur, alors il y a l'accent en plus de Christophe, ce qui est magnifique, c'est-à-dire déjà on a envie de manger. Et moi j'ai une vraie question, parce que je suis passionné de melon. Est-ce que Christophe Charvin, le bon melon, celui qui ne va pas nous décevoir, c'est bien celui quand on le sent, qui nous laisse transparaître ce plaisir du sucre? Est-ce que oui ou non? C'est toujours un plus d'avoir l'odeur qui arrive et le nectar qui se marque au nez, c'est mieux. C'est bon signe, c'est ça, c'est bon signe. Donc je continue à me mettre le nez sur les melons quand je vais d'accord. Très bien. Et est-ce que vous, forcément, vos productions tournent au fil des saisons? On est d'accord, Christophe? Oui. Toutes les saisons apportent des cultures différentes. Ça veut dire que là, le melon, ça a commencé quand? Ça va finir quand? Alors pour nous, le melon, ça a commencé il y a une quinzaine de jours, tout début fin mai, début juin, en production, pour une production jusqu'à mi-septembre. Et aujourd'hui, les melons, est-ce que finalement les melons, ou le climat, ou le temps parce que c'est quand même le Vaucluse, c'est une saison, c'est un département très très touristique. Est-ce que ça a une influence sur le melon? Est-ce que par exemple quand il pleut, les gens achètent moins de melons? Alors le melon, lui, on dit de lui qu'il est très météo-sensible, c'est-à-dire qu'au plus il fait chaud, au plus la consommation sera élevée. Une année caniculaire, on va dire qu'en termes de consommation de melon, se fera ressentir en demande et en soutenu. Parce que ces derniers temps, avec nos orages dans notre région, ça n'a pas été très porteur pour la vente, alors que la moitié nord avait un climat un peu plus estival. On va dire orage et sécheresse aussi. Le melon, il le vit mal, tout ça, bien sûr. On sort de la sécheresse et on est rentré tout début juin, fin mai, début juin, une période orageuse assez catastrophique. Si j'osais, Christophe, on vous demande souvent si vous avez le melon, mais vous ne vous vexez pas, évidemment, bien sûr que non. Voilà. Christophe, ces aléas climatiques, comment on anticipe? Parce que c'est compliqué en fait. On ne peut pas produire en fonction de la météo, mais est-ce qu'il y a tous les ans beaucoup de pertes? Est-ce que le climat est vraiment déréglé? Vous sentez qu'il y a plus d'orages qu'avant? Vous le sentez, vous? Alors, au niveau des orages, on ne peut pas dire qu'il y en ait plus qu'avant, parce que cette année est particulièrement soutenue, mais on en a connu d'autres, des années malheureusement catastrophiques à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'on ressent certains changements. Nous, dans la région, certaines personnes nous disaient le Mistral c'est fini, on sort d'un mois d'avril-mai, un mois d'avril assez beau, mais au mois de mai où on a eu 15 jours de Mistral soutenu à 80 km/h. Pour ma part, puisqu'on est vraiment dans la vallée du Rhône, étant le siège de l'exploitation étant 1 km du Rhône, on y est vraiment en plein dedans. Après, on se protège comme on peut, on produit des produits en serre froide et en tunnel bas pour arriver à avancer un peu notre campagne, et les plastiques nous permettent quand même une certaine précocité, mais après, voilà, quand il s'agit de grêle ou de gel, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Sur cette évolution climatique, justement, est-ce que vous, Christophe Charvin, vous êtes inquiet pour certains fruits, certains légumes? Est-ce que, avec l'évolution, vous sentez que c'est plus difficile pour certaines espèces? Alors, le marché de la salade l'hiver, notamment, est souvent sujet à des fortes variations s'il fait pas assez froid. Donc, on a connu quand même certains hivers assez doux, et le marché de la salade a subi les conséquences. Le printemps a été assez beau, même si nous, on n'a pas eu de précipitations, donc on n'était pas pénalisé par ça. Le marché de la fraise s'est développé assez normalement. Après l'été, c'est vrai qu'on subit plusieurs canicules assez fréquemment depuis quelques années, mais bon, avant de tirer des généralités de tout ça,
Le climat change, certes, ça c'est à peu près sûr. On sort de 2 printemps qui sont vraiment anormalement secs chez nous. Ça, c'est sûr. En matière de compétitivité, parce que forcément, le ramachage, on en parlait il y a quelques instants avec notre invité juste d'avant, de dire que ça se fait encore à la main aujourd'hui. Donc, j'imagine que tout ce qui est lié à la main-d'œuvre, c'est l'un des poids les plus importants dans le budget d'un maraîcher. C'est un des vrais problèmes existants, parce que nous, alors dans le Vaucluse généralement, puisque le Vaucluse est un département assez petit, mais qui produit de toutes sortes de légumes et de fruits. C'est un des plus gros consommateurs de main-d'œuvre d'exploitants agricoles. Et nous, localement, on essaie vraiment d'avoir une fidélisation de tout ce qui est saisonnier, de tout ce qui est salarié, pour arriver à avoir un suivi dans le temps, parce que la complexité pour sortir un produit de qualité ramassé à la main, c'est pas évident. Et ils viennent d'où en général, ces saisonniers ? Alors les saisonniers, on va dire, qui sont dans les parcelles, sont souvent des gens ou extra-communautaires ou intracommunautaires, mais souvent étrangers. Et on a pour l'été, pour la partie conditionnement melon et tout ce qui se passe à l'intérieur du hangar, conditionnement et emballage, on a les étudiants qui, à partir du 15-20 juin, arrivent à pallier à certains manques. Surtout que vous avez, j'imagine, beaucoup de clients, beaucoup peut-être de restaurants, beaucoup de... Voilà, on a une clientèle qui est très hétéroclite, on va du particulier jusqu'au grossiste, donc on a une panel de clients qui est vraiment élargi. Avec quel type de client c'est le plus difficile alors ? Allez, enfin sans vous faire d'ennemis, hein, mais... non. Ouais. On va pas faire d'ennemis, mais disons que vu la taille de mon exploitation et ce que nous on produit, on n'a pas de contact direct avec la GMS et on passe par des grossistes, le réseau de grossistes qui lui sont souvent des gens qui, pour certains, travaillent avec la maison Charvain depuis plusieurs générations. Eh ben ça c'est bien. Sur l'agriculture justement, sur les sols, la gestion du sol, parce que ça aussi c'est important pour vous de gérer le sol pour qu'il produise un peu plus l'année suivante. Comment ça se passe ? Parce que quand le melon est fini, on ne replante pas tout de suite, on laisse le sol se régénérer. Alors, disons que nous, dans notre région et dans notre situation personnelle, on va dire aussi, parce que toutes les exploitations sont différentes, mais on a la chance de pouvoir assoler nos cultures assez facilement. On a une diversité de production où on a plus de 15 cultures différentes sur l'exploitation, avec des sols limoneux, donc des limons du Rhône, puisque le village était inondé jusqu'en fin des années 60 assez régulièrement, pratiquement toutes les années. Donc on a des sols qui sont vraiment pour ça assez malléables et assez souples. Après, reste à nous à bien assoler nos cultures et à ne pas revenir toutes les années avec la même culture, parce que là... Qu'est-ce que vous appelez, Christophe, assoler ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Assoler, c'est le changement de culture d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que derrière un melon, on va pouvoir travailler la terre, la labourer, faire un blé l'hiver suivant et à l'automne, et occuper la terre jusqu'à l'été suivant avec un blé, une orge, quelque chose comme ça, mais on change vraiment d'espèce et de culture. Et dans le même genre de question, un sol limoneux, c'est-à-dire ? Les limons, c'est les sédiments que le Rhône, au cours des différentes crues, donc inondations, a laissé sur le sol et a déposé. Ouais. Donc c'est un don de la nature, là. C'est ça. Un peu, oui. Voilà. Merci en tout cas, merci mille fois à Christophe Charvin d'avoir été avec nous. Ça s'appelle les Charvin et Fils, président local du syndicat exploitant agricole. C'est à Cadérousse, très joli village dans le Vaucluse. Un petit melon avec le... c'est bon, un petit melon, c'est un petit melon. Avec le jambon, jambon de Parme par exemple, et un petit rosé à consommer avec modération. Bien entendu. Voilà. Et dans un instant, Emmanuel Thor-Lascaux sera avec nous, directeur de la Fédération des maraîchers nantais, celui qui a été dégradé par les militants d'associations écologistes. Merci en tout cas de votre fidélité. On reste ensemble avec Frédéric Brindel jusqu'à 20h. À tout de suite. À tout de suite. On revient sur ces maraîchers et sur l'agriculture en général, et on va revenir sur un sujet important. Vous avez certainement responsable de ces actes aussi, on va en parler. Oui, absolument. Un maraîcher nantais qui a déposé plainte. Emmanuel Thor-Lascaux est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio.
Bonsoir, je ne suis pas maraîcher nantais, je suis directeur de la Fédération des maraîchers nantais, ce qui est un petit peu différent. Très bien, j'allais le dire. Directeur de la Fédération des maraîchers nantais, justement, et vous faites bien de nous le dire. Et on va revenir sur cette séquence assez hallucinante qui s'est passée à côté de Nantes, avec des dégradations lors de manifestations écologiques, d'écologistes, pardon. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Alors, en marge d'un cortège, il y a eu une intrusion sur le site d'expérimentation des maraîchers nantais et une serre en couverture plastique, ce qu'on appelle des grands abris plastiques, a été vandalisée. La destruction pas le démontage, mais la destruction des systèmes d'irrigation pilotés, des coffrets électriques, de toutes les bâches, et puis la destruction des planches d'essai culturales. Bon, précisons que votre fédération, la Fédération des maraîchers nantais, a déposé une plainte concernant ces dégradations. Quels vont être les prochains rendez-vous ? Vous avez déjà eu des réponses. Comment ça va se passer ? On a déposé plainte parce que le souhait de la fédération, c'est de se remettre au travail. Et donc, pour pouvoir réparer les dégâts et avoir les assurances, il faut un dépôt de plainte et on se remet au travail. C'est ça qui est l'objectif. On est payé pour ça et pour avoir des résultats qui soient duplicables pour le maraîchage et faire accompagner et faire avancer la filière. Ouais, rappelons que cette serre se trouve à Pont-Saint-Martin. Exactement. On est à quelques kilomètres de Nantes. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous reprochez ces manifestants en fait ? Parce que c'est pas tout à fait très clair de ce qu'on peut lire. Moi, je reproche rien du tout. Je porte plainte pour des dégradations, dégradations factuelles. Je parle pas de vous. Je parle. Qu'est-ce que ces manifestants vous reprochent justement ? C'est un peu l'incompréhension parce qu'ils sont allés sur un site d'expérimentation, donc on ne sait pas trop. Ils ont dévasté des planches d'essai qui servent justement à améliorer soit les couverts végétaux pour les intégrer dans le sol, soit diminuer les phytosanitaires, soit utiliser des auxiliaires pour lutter contre les ravageurs à partir de plantes qui sont plantées juste à côté. Voilà, ça c'est notre objet, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils nous reprochent. En fait, il y a aussi le hasard qui a fait ça, parce que dans un premier temps, c'était des militants venus dénoncer l'exploitation du sable à des fins industrielles, et c'est comme si finalement, cette serre était sur leur chemin, et ça a fait l'occasion. C'est un peu ça qu'on ressent. Peut-être. Je sais pas, je suis pas, j'ai pas d'éléments là-dessus. Revenons sur votre fédération. La mission, c'est d'accompagner le développement du maraîchage nantais, entre autres, et les entreprises. Les enjeux, c'est quoi aujourd'hui ? Parce que effectivement, là, vous faites des expérimentations, j'imagine, pour réduire l'eau, pour l'utilisation de l'eau, dans une société meilleure qu'on souhaite tous. Et aujourd'hui, cet accompagnement, les enjeux, c'est quoi ? Les enjeux, c'est de continuer à produire des légumes nourriciers, ça c'est le premier point. Oui. En ce qui concerne des légumes, c'est entre 85 et 95% d'eau, un légume, faut rappeler ça, un concombre c'est 95% d'eau, voire pas un peu plus. Donc c'est l'accès à l'eau. 2, ensuite, une fois qu'on a sécurisé l'accès à l'eau pour produire des légumes sur nos territoires et éviter de les importer, c'est-à-dire quand même continuer à faire travailler des gens sur place, à tout un écosystème qui travaille sur ça et avoir des circuits un peu plus courts. Le deuxième point, c'est de permettre d'accompagner le maraîchage dans les virages qui sont pris, moins de phytosanitaires, l'économie d'eau, mais ça c'est déjà engagé depuis un certain nombre d'années. Quand on fait du goutte à goutte, c'est à peu près divisé par 4 l'utilisation d'eau. Votre syndicat regroupe 190 entreprises aujourd'hui. Oui. Ça représente énormément sur la région nantaise. L'objectif, c'est d'une certaine manière la souveraineté maraîchère. C'est de participer à la souveraineté alimentaire française, effectivement. On a une fédération qui est structurée depuis très très longtemps, depuis plus d'un siècle et demi, sur ces sujets-là, qui a l'habitude de travailler collectivement et de partager les bonnes pratiques. Il s'agit vraiment de pouvoir participer à la souveraineté alimentaire française en produisant des légumes là où on sait le faire et avec des méthodes de plus en plus vertueuses et qui sont de plus en plus économes en énergie, en eau, en phytosanitaire. C'est vraiment ça les enjeux. L'objectif, parce que l'objectif c'est la transformation forcément des maraîchers en gardant l'ADN. Les objectifs c'est quoi ? C'est à combien d'années ? Dans combien de temps est-ce qu'on pourra s'imaginer cette transformation de cette filière ?
Mais elle est déjà enclenchée depuis de nombreuses années. Oui. Il y a déjà des essais depuis de nombreuses années qui sont dupliqués, qui sont déjà mis en place chez les maraîchers, et on continue avec les essais qu'on va mettre en route. Là, ça y est, les équipes on a déjà nettoyé la serre et on remet en route l'outil pour redémarrer de nouveau des essais qui permettent d'utiliser des couverts végétaux et de pouvoir analyser leur fonctionnement et pouvoir après les proposer et dire voilà, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Si on regarde autour de nous, en Europe par exemple, est-ce que certains de nos voisins sont très avancés sur justement sur ces techniques nouvelles? Alors ça, je sais pas, j'ai pas la connaissance des secteurs des autres pays. Les enjeux, c'est quoi? C'est l'eau finalement. Sans eau, vous n'aurez pas de légumes. Donc c'est le premier enjeu, c'est l'accès à l'eau, l'accès raisonné à l'eau. Et puis une fois qu'on a ça, c'est les enjeux vraiment de pratique, d'accompagnement de pratique, parce que ça sert à rien de faire des accompagnements de pratique si vous n'avez pas accès à l'eau, puisque vous n'aurez plus de légumes. Vous êtes en conflit, on l'a vu, il y a eu ce saccage, vous avez porté plainte et certains agriculteurs bio ont remis en question vos pratiques. En fait, eux disent qu'ils s'adaptent au sol et vous, non. Qu'est-ce que vous leur répondez? Premièrement, je ne suis pas en conflit, ça c'est le premier point. On est sur les mêmes travaux. L'accès à l'eau, c'est vrai pour tous les agriculteurs. On a des maraîchers bio dans nos structures. C'est ce qui nous rejoint tous, c'est l'accès à l'eau, le travail de la terre et un travail de plus en plus respectueux de l'usage des auxiliaires, de plantes, etc. C'est un virage qui se fait. Ça fait pas du premier coup, mais ça va tout le monde. On va dans le même sens, c'est complémentaire. Faut pas les opposer pour moi. Oui. Est-ce que cette filière, on en parlait il y a quelques instants, est-ce qu'il faut vraiment développer cette filière maraîchère qui est peut-être, on dit qu'on en parlait il y a quelques instants, qui a un petit peu moins peut-être d'envie de faire ces métiers qui sont quand même des métiers formidables. Est-ce qu'il faut redorer avec des techniques nouvelles, justement, peut-être pas aussi de montrer qu'avec ces nouvelles techniques, c'est un travail un petit peu moins difficile, moins de pénibilité? L'attractivité est toujours un enjeu, l'emploi en est un autre. Je pense que le point important pour donner de l'attractivité, c'est de rappeler que c'est fondamentalement nourricier, oui, que le maraîchage est fondamentalement nourricier. Et voilà, c'est le point le plus important et qui donnera envie aux personnes qui ont envie de se reconvertir ou d'aller dans ces filières-là, de venir. On participe aux côtés nourriciers de nos concitoyens. Alors Emmanuel Terlasco, je le rappelle, vous êtes directeur de la Fédération des maraîchers nantais. Tout à l'heure, nous étions avec un agriculteur du Vaucluse qui nous a révélé les petits secrets, ce que la nature locale lui apportait. Vous, quelle est la richesse de cette région nantaise pour faire la réussite de tous ceux qui vous accompagnent? Eh bien, il y a des éléments positifs. Je vais citer le rapport du GIEC régional, ce qu'on appelle le GIEC régional, qui sont des scientifiques de notre région qui ont travaillé sur l'adaptation au changement climatique aux horizons 2030, 2050 et 2100. Ils indiquent que la Loire-Atlantique a des atouts très intéressants parce qu'on est bordé par la mer, on a la Loire, on a un des plus grands lacs naturels qui est le lac de Grandlieu, des zones humides qui font que par rapport à l'adaptation du changement climatique, l'augmentation de température sera légèrement moindre. Donc on a vraiment un bassin qui est propice au maraîchage. Et quel type de produits si on devait donner une caractéristique ou en tout cas un produit qui est vraiment lié... Le melon de Nantes, est-ce que ça marche le melon de Nantes? Non, je ne sais pas. Non. Tout à l'heure on avait les melons. Il y en a eu il y a longtemps. Dans les produits phares sont la mâche, évidemment la mâche nantaise, le radis, le poireau primeur, vous avez la tomate, le concombre, en dehors des légumes, vous en avez plein d'autres, des jeunes pousses d'épinards, il y a à peu près 70 légumes qui sont poussés, mais voilà, les leaders, je vous les ai cités, et puis à côté de ça, traditionnellement, le muguet, les maraîchers sont producteurs de muguet. En tout cas, on va se faire une bonne salade avec Frédéric Brindel, avec tout ce que vous nous avez dit. Oui, là, c'est très bon. Merci mille fois, avec Emmanuel vous, je mâche tout droit, Terlasco, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. De la Fédération des maraîchers nantais. Et vous saluerez ces 190 entreprises, bien sûr, qui font un travail formidable au quotidien. Vous restez avec nous. Dans un instant, c'est notre ami Yvan Cujuste. Et juste avant... conseil de famille. On va parler argent. C'est Philippe David qui est là. Absolument. Et nous, on se retrouve demain à 17h. Oui. Et merci à nos équipes de Sud Radio. Salut, passez une bonne soirée. À demain.